Bonjour tout le monde et bienvenue à la Société des Jeux. Alors ici Lutin et aujourd'hui on va regarder un dungeon crawler, on regarde Massive Darkness 2. J'avais le 1, j'étais complètement fan, et bien là on va voir le 2 s'il est du même acabit. On regarde ça tout de suite, un petit tour de présentation, une présentation générale, peut-être une petite comparaison, mon avis, c'est parti. Massive Darkness 2 est un dungeon crawler d'Heroic Fantasy avec un bestiaire infernal. En effet, vous êtes un porteur de lumière et vous allez combattre les forces infernales dans des donjons. Le premier avait un bestiaire qui était beaucoup plus tourné vers de l'Heroic Fantasy classique, avec des gobelins, avec des orques. Et là, on va combattre des démons et des anges déchus, entre autres. C'est du cool mini Hornet, donc forcément des mini, et il y en a plein. Donc les mini, il y a des petits héros, tout simplement, qui sont de belles factures, comme tout le reste des sculptures, des monstres errants qui commandent à grandir en volume, et voici un des deux boss de la boîte de base. Alors comme vous pouvez le voir, c'est quand même des beaux bébés. Ça va être un plaisir à peindre parce que franchement c'est de la belle qualité pour des figurines. Voilà, c'est pas aussi bien que du Mythic Games ou du Monolith, mais franchement c'est magnifique tout de même. Alors par contre, petit problème sur les boîtes, le thermoformage est vraiment d'un autre temps et j'ai moi eu quelques petites figurines cassées dans le transport. Et oui, il va falloir revoir un peu les thermoformages à force Cool Mini Hornet. De même, les rangements. Les rangements, c'est assez minable pour mettre les jetons. Prenez des petits sacs plastiques à l'ancienne comme il y a 15 ans. C'est un peu dommage pour un jeu à ce prix-là. Donc le jeu est un dungeon crawler de 1 à 6 joueurs et de quoi il se présente? Eh bien, il se présente avec un petit manuel, ça, Cool Mini Hornet, on peut dire ce qu'on veut, les manuels, ils savent faire. C'est un manuel qui est assez aéré, qui est bien fait, qui regorge d'exemples et d'illustrations. Ça, comme d'habitude, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est du bien fait. Franchement, nous avons les classes de héros, Petit point négatif, c'est que les classes de héros, vu qu'elles sont toutes particulières, ils auraient pu faire une petite fiche à côté plutôt que pour nous éviter d'aller tout le temps dans le manuel, mais ça c'est un détail. Une quête d'initiation, c'est ce que je vous ai mis en place, et 10 scénarios. Un petit résumé du jeu, du tour de jeu, enfin de livret, et là je me le mets là pour me faire un petit pense-bête. Qu'est-ce que nous avons donc? Nous avons donc des dalles avec des parties dans l'ombre et des parties dans la lumière, car vous êtes un porteur de lumière, et lorsque vous taperez dans l'ombre en portant votre lumière, vous aurez un dé d'ombre supplémentaire à jeter, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Des cartes à foison, vous remarquerez que je n'ai mis que les bandes et les objets de bande de niveau 1 et 2, donc les bandes ce sont les monstres. Tout simplement parce que l'on sort les monstres du niveau du donjon, et le niveau du donjon est équivalent au niveau du héros le plus puissant. Tout simplement, donc là forcément il commence niveau 1, ça pourra aller jusqu'au niveau 5 si je me rappelle bien dans la boîte de base, donc il y a d'autres decks de jeu pour les bandes de niveau 3, 4 et de niveau 5. Nous avons les cartes monstres errants, on reviendra ça là-dessus tout à l'heure, ce sont les monstres que je vous ai présentés qui sont plus grands, et il y aura encore les boss. Nous avons les trésors de différents types, et également un petit sac avec des pions qui définiront effectivement lorsque l'on prendra un trésor de quel niveau il est, de quel niveau de rareté. Nous avons un deck de porte. Le deck de porte va nous faire quelques événements lorsque l'on ouvre la porte d'une salle pour définir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans et des petits événements, par exemple un pop d'ennemis quelque part, des pièges qui se déclenchent, des choses comme ça. Nous avons, ça on verra ça tout à l'heure, c'est une phase des ténèbres, ça va être incrémenté à chaque tour de jeu, et nous avons nos héros, voilà. Alors le gros plus de Massive Darkness 2, ce sont les héros avec des classes énormément asymétriques, effectivement, tellement asymétriques que chaque type de classe a un système de jeu différent. Par exemple, pour le roublard, ce sera un sac dans lequel vous piocherez des petites runes, si elles sont... Lorsque vous jouez une action,
Si l'action est équivalente à une des runes que vous retournez, vous aurez un bonus. Ça, c'est un type de jeu. Le paladin aura un petit plateau supplémentaire avec des auras à mettre en place. C'est du classique pour un paladin. Le chaman aura 4 jauges d'énergie, ce seront des éléments que vous montrez en puissance et vous dépenserez ces énergies d'éléments pour dépenser gratuitement des sorts de magie, ces compétences, et il y a également 2 élémentaires, un élémentaire de glace et un élémentaire de feu. Vous voyez, ça change un peu à chaque fois, et là je vous présente 2 classes qui sont relativement simples à jouer. Nous avons le Berserker qui a un petit plateau avec 3 statuts, 3 postures différentes. Vous choisissez votre posture en début de jeu. Vous avez une jauge, un espèce de pool, une réserve. Dès que vous perdez des points de vie, vous allez rajouter ces points de vie dans votre réserve parce que ça va vous mettre de la rage tout simplement. Et ces points de rage vont vous permettre de dépenser pour passer d'une posture à une autre ou alors pour dépenser les points dans les compétences spécifiques de ces postures. Par exemple, à relancer un jet d'attaque lorsque l'on fait une attaque, avoir un point de déplacement supplémentaire ou infliger une blessure à un attaquant qui vous attaque lorsque vous défendez. Vous avez également chacun une compétence que vous avez pris au début, une compétence de niveau 1 pour débuter la partie, et ma compétence, je l'ai mis justement dans la posture de rage sanguinaire, donc j'aurai en plus la possibilité de lancer un dé jaune. On verra ça tout à l'heure lorsque j'utiliserai un point de rage. Pour l'autre, eh bien c'est un rôdeur, et c'est là qu'on voit que c'est complètement asymétrique et pas du tout le même système de jeu. Mon rôdeur fera du stop ou encore en lançant des flèches. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on retrouve donc? Eh bien, les armes à 2 mains, les armes une main, main droite, main gauche. Nous avons les casques, les armures, les bottes et également les amulettes ou les bijoux, tout simplement, les points d'expérience, les niveaux avec le rappel des points d'XP pour les niveaux qui nous permettent de rajouter soit une compétence supplémentaire, c'est pas soit ils nous rajouteront une compétence supplémentaire, des points de vie également, mais aussi rajouter des objets peut-être un peu plus rares dans le sac de trésor. Voilà, ça c'est un petit peu le tour du plateau. On va se faire un tour de jeu avec les figurines de Massive Darkness 1 qui étaient peintes, c'est quand même plus joli sur le plateau. On laisse les bouts de plastique non peints pour l'instant. C'est pas le principal. Donc on va en arriver à notre partie. D'abord, on commence par une phase des héros. Les phases des héros, eh bien tout simplement, ce n'est pas chacun son tour dans le sens des aiguilles d'une montre, on choisit l'activation des héros. Effectivement, là je vais choisir par exemple que ce soit le Berserker qui débute, il a une porte en face, il a envie de combattre, go 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 le Berserker. Donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien j'ai 3 points d'action en étant dans ma phase de héros. Je peux faire un point d'action, par exemple, faire une action spéciale. Il y a certaines compétences ou certaines cartes, par exemple, qui me proposent d'utiliser une action pour faire une action spéciale. Je peux également faire un échange d'équipement ou dans l'inventaire sur ma case. Donc, je vais dépenser un point d'action. Je pourrais faire des échanges avec quelqu'un qui est sur ma carte ou je pourrais réorganiser mon inventaire. Pour un point d'action, je peux également attaquer, bien entendu. Je suis un berserker. J'ai envie d'attaquer, j'ai envie de frapper. Mais là, il n'y a rien. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, je peux faire une récupération, c'est nouveau dans Massive Darkness 2, pour un point d'action, je peux récupérer soit 2 points de mana, soit 2 points de vie, soit 1 point de vie et 1 point de mana. Et la dernière action possible est le déplacement, c'est ce que je vais faire. Pour 1 point d'action, je peux faire un déplacement, et un déplacement, c'est 2 points de mouvement. Donc, une action de déplacement, 2 points de mouvement, je choisis de faire un mouvement vers cette dalle, et mon deuxième mouvement me permet aussi, si je veux, d'interagir avec une porte, un objet du décor. Donc, un point de mouvement pour se déplacer, un point de mouvement pour interagir. Je viens d'ouvrir une porte, je vais donc regarder ce qu'il y a dans cette porte. Et ça va me faire un petit événement. Qu'est-ce que j'ai? Générer une bande dans une zone adjacente au héros qui possède le moins de santé. Les joueurs choisissent la zone et retirer une bande de cette salle si possible. Donc, ça fait un petit événement qui fait que je m'attendais à avoir une bande ici, un ennemi ici, et finalement, je vais générer une bande dans une zone adjacente au héros qui possède le moins de santé. On est en train de débuter la partie, j'ai pas de héros blessé, donc je vais choisir de le mettre ici, ma bande, tiens. Alors, je défausse ceci, je vais générer ma bande, qu'est-ce que ça va être? La bande, ce sont des écorcheurs orques. J'ai décidé de le mettre ici, comme ça c'est le berserker qui ira taper, et c'est pas dans la salle. Donc je génère
le chef de la bande. Je défausse cette carte porte. Il vient, le chef de bande, avec 2 séides. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement pour équilibrer le jeu. J'ai 2 héros, donc il arrive avec 2 séides, 2 amis. Il vient également avec donc 4 points de vie par ennemi. Donc 4 points de vie par ennemi, je mets les petits jetons. Il vient avec un trésor, donc lorsque l'on tuera le chef de bande, on gagnera un trésor, je tire au hasard, ce sera un trésor de qualité rare, de qualité commun. C'est le petit symbole des communs. Et du coup, je vais aussi lui tirer un objet de bande. Voilà, ce sera un bâton de mana, donc il pourra tirer à distance jusqu'à une case de distance. Il a également une capacité spéciale avec une main crochue, on verra ça tout à l'heure, et il n'a aucune défense. Puisque j'ai ouvert une salle, je continue la salle. La salle, je viens de générer sa bande, donc la bande qui était prévue a disparu et est apparue à un autre endroit. Donc si vous aviez préparé une stratégie, vous voyez cet événement avec la porte peut changer un petit peu la stratégie. Et je tire le trésor, ce sera encore un trésor commun. Pour ici, je pourrais le ramasser par terre. Voilà, alors comme vous avez vu, j'ai tiré un objet de bande, effectivement. Et ça, c'est un des gros plus de Massive Darkness, je trouve, le numéro 2. C'est que à chaque fois qu'on a un ennemi, eh bien, on ne sait pas comment il va réagir. Il pourrait très bien avoir une épée et ne se battre qu'au corps à corps. Et bien là, on vient de tirer justement un bâton. Il pourra tirer à distance jusqu'à une distance de 1 avec un bâton. Si c'était avec un arc, tous les objets qui permettent de faire des tirs à distance, c'est en ligne de vue complète. Et sinon, forcément, le raccord, c'est sur sa dalle. Mon nain a fait sa première action, il s'est déplacé de 2 points de mouvement, un point de mouvement pour se déplacer, un point de mouvement pour ouvrir, et bien maintenant il va aller combattre. Donc il utilise une autre action pour faire un déplacement, il se déplace avec un seul point de mouvement. Bon, j'abandonne mon 2e point de mouvement parce que je veux attaquer. Ma 3e action, je fais une action d'attaque. L'action d'attaque, comment ça se passe? Eh bien, on gère son CD. D'ailleurs, j'avais oublié d'activer mon nain. CD, alors donc, il a une hache à 2 mains qui nécessite un dé orange. Un dé orange est plus puissant qu'un dé jaune, il permet de faire plus de dégâts. Les ennemis, ils n'ont pas de défense, ce sont des dés bleus avec des boucliers. On aurait soustrait les dégâts avec les boucliers de défense, mais là, il n'y en a pas. Nous sommes dans l'ombre, donc dans l'ombre, j'ai un dé d'ombre que je rajoute, et mes ennemis, dans la bande, il y a 2 ennemis de séide, donc je rajoute 2 dés noirs, c'est ce qui va continuer de permettre de faire l'équilibrage. Alors ces dés noirs, à quoi ils servent? C'est une contre-attaque directe. On va lancer les dés tout de suite, avec une contre-attaque directe, parce qu'ils vont être enragés, ils vont vouloir riposter. Dans les ripostes, les dés noirs nous permettent d'avoir des griffures qui sont des dégâts directement que l'on prend et que l'on ne peut pas parer. Et nous avons également les mains crochues. Les mains crochues déclenchent des capacités particulières. Là, pour les orques, les capacités particulières de la main crochue, c'est lorsqu'ils attaquent. Donc ça ne me comptera pas, vu qu'ils vont défendre. Alors, je jette le tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, donc, dans leur contre-attaque, ils me font rien. Ils ont raté. J'ai 2 points d'attaque et je pourrais récupérer un point de mana. Vu que je n'avais aucune rage pour l'instant car je n'ai pris aucun point de dégâts, eh bien, j'aurais pu, si j'avais eu un point de rage, faire quelque chose avec mes compétences particulières, mais là, c'est pas le cas. Bon, tant pis. On va dire qu'il me tape, hein. Je triche un peu pour vous montrer. Voilà, on va dire qu'il m'écorche. Donc, je prends un dégât car il m'écorche. Ça me permet d'aller mettre un point de rage ici. Et dans mon attaque, j'ai fait 2 dégâts. Donc j'enlève 2 points de dégâts à mes écorcheurs orques. Comment ça se passe? On tape toujours d'abord les séides et au fur et à mesure, une fois qu'ils ne sont plus là, on pourra taper le chef de bande, comme dans le premier opus de Massive Darkness. Ça fait en fait que les séides ne sont que des sacs à points de vie, il ne faut pas se leurrer. Comment ça serait passé, par exemple? Je le fais pour vous montrer. J'aurais pu utiliser, si j'avais eu, voilà, avec l'écorchure, si j'avais eu un point de rage, j'aurais pu utiliser mon point de rage pour, par exemple, lancer un dé jaune supplémentaire. Le berserker, du coup, une fois enragé, aurait tapé un peu plus fort avec un dé jaune.
Et donc, j'aurais pu faire un point de dégâts supplémentaire. J'aurais pu, à la place d'utiliser ce point de rage pour faire un lancement de dés jaunes, j'aurais très bien pu passer de rage sanguinaire à, par exemple, provocation. Voilà, en dépensant mon point de rage. Et dans ce cas, en défense, à chaque fois que j'aurais pris un dégât, par exemple, défense, je peux utiliser un point de rage quand je suis en défense et j'inflige une blessure à l'attaquant qui m'attaque. Voilà, c'est une possibilité. Mais bon, ça, je vais pas le faire, je le remets son point de vie. Voilà, ils ne m'ont pas fait de griffure, c'était pour l'explication sur le berserker. Mon berserker a joué, il a fait un point d'action pour faire du déplacement, un point de mouvement, un autre point de mouvement pour la porte, une autre action de déplacement, il s'est déplacé d'un seul point de mouvement, et une action d'attaque. Voilà, il a fait ces 3 actions lors de son activation. C'est désormais au tour de mon archère. Mon archère, qui ne peut pas tirer en diagonale, bien sûr, va donc faire une action pour se déplacer d'un point de mouvement. Elle ne va pas aller dans le combat, elle va rester à distance. Elle va désormais faire une action de combat distant avec son arc court. Son arc court qui a donc un dé jaune. Il n'y a toujours pas de défense, donc toujours pas de dé bleu pour les orques. Ils sont toujours 2 orques pour accompagner le chef de bande, donc je rajoute 2 dés. Et je vais lancer mes dés. Voilà, alors je leur ferai normalement 2 points de dégâts, et ils me feraient 2 mains crochues, donc les mains crochues c'est uniquement lorsqu'ils attaquent pour ce personnage-là, donc ça, pour ces ennemis-là, donc ça ne me concerne pas. Puisque c'est mon tour de jeu et que je viens de tirer avec un arc, que je suis une rôdeuse, je vais faire mon stop ou encore mon système de jeu de rôdeuse. Donc comment ça se passe? Eh bien tout simplement je vais essayer d'arriver à 7 flèches. Sur chaque carte, vous allez voir, il y a des flèches. Il va falloir que je cumule les cartes pour essayer d'aller jusqu'à 7 flèches. Si j'arrive à 7, j'ai un dégât critique. Si je m'arrête avant le 7, j'ai quand même de bonus. Si je dépasse le 7, j'ai des malus. Allez, on commence. Première carte a 3 flèches. 3 flèches, on voit que si je fais des dégâts critiques, je peux rajouter un dé jaune ou un dé orange, ce qui est super puissant. Si je n'atteins pas le 7, mais que je ne les dépasse pas, j'aurai un dé jaune supplémentaire. Et par contre, le malus, si je dépasse le 7, c'est une action de main crochue. Bon, je suis à 3 et je peux aller jusqu'à 7, je continue. Ah, 2 flèches supplémentaires et je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas dépasser le 7, sachant qu'il y a des cartes qui vont jusqu'à 4 flèches. Donc, à 5 flèches, je vais prendre les bonus du milieu, je les cumule, j'ai le droit de rajouter un dé jaune, donc je vais lancer un dé jaune, et pour un point de mana, je pourrais relancer 2 dés. Voilà, donc mon dé jaune m'a permis d'avoir une action de combat, un dégât supplémentaire avec une épée, donc ça fait 3 dégâts. Mais également, je ne vais pas oublier la compétence spéciale de niveau 1 que j'avais pris. Toutes les 3 flèches révélées, les défenseurs perdent une défense. Oui, mais là, les orques, ils n'ont déjà pas de défense, donc on va oublier ça, sinon, vu que j'avais fait 5 flèches, j'aurais déjà retiré une défense, un bouclier. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, j'aurais très bien pu également faire, en attaque à distance, la compétence particulière de mon ami. Pour un point de mana, je pourrais faire 2 points de dégâts. Là, je ne vais pas le faire. Donc, j'ai déjà fait 3 points de dégâts ici. Il en restait 2. Donc, le premier séide meurt dans d'affreuses souffrances. Le prochain aura ses 4 points de vie. Mais vu que je faisais 3 points de dégâts, j'en ai utilisé 2. Je retire déjà un point de dégâts au séide qui reste en face de moi. Et oui, il y a ce système de débordement qu'il y avait déjà dans Massive Darkness 1. Mais par contre, ça ne fonctionne pas lorsque l'on arrive au chef de bande. Le chef de bande doit se retrouver directement. Il faut des nouveaux tours de combat pour commencer à lui faire des dégâts. Ces débordements ne fonctionnent pas. Donc j'ai fait du déplacement, j'ai fait du tir. Je vais refaire un tir. Donc je retire mon dé jaune. Donc un dé jaune pour le tir à l'arc. Un seul dé noir, car il n'y a plus qu'un seul séide, et c'est parti. Voilà, donc je ne fais aucun dégât, ils ne me font aucune riposte, je défausse mes cartes flèches et je fais mon stop ou encore. Donc 3 cartes, 2 cartes, est-ce que je retente le tout pour le tout? Allez, on est des fous, eh bien je dépasse, voilà, 3 plus 2 plus 4, forcément j'ai largement dépassé les 7. Donc en dépassant les 7, je vais cumuler les malus. Donc je prends une griffure qui m'enlève un point de vie. Je subis également
un dégât élémentaire de feu, qui fait qu'à ma prochaine activation, je lancerai un dé jaune et je prendrai des dégâts équivalents au nombre d'épées du dé jaune. Et j'ai également un givre. Un givre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je vais perdre une action à ma prochaine activation. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, j'ai tenté ma chance, je l'ai poussé jusqu'au bout, c'était pour vous montrer. Voilà, vous voyez, faut penser au pouce ta chance, Voilà, mon archer a fait ses 3 actions. Eh bien, c'est parti, on va passer à la phase des ennemis. Nos amis les ennemis, eh bien maintenant c'est leur tour, ils ont 2 activations possibles. Là ils ne vont pas se déplacer, ils sont déjà en contact avec un héros, donc ils vont essayer de le frapper. Ils essayent d'aller frapper le héros le plus proche. Donc leurs activations, ils ont donc une baguette, un bâton qui leur permet de lancer 2 dés jaunes. Il y a un ennemi encore en plus du chef de bande, donc je rajoute un dé noir. Et notre ami a un dé de défense bleu. Ah, mon dé noir est cassé. Voilà, c'est parti. Donc, mon ami le nain ne se défend pas. Il n'a pas de défense. Les ennemis ne sont pas très doués. Ils n'ont fait qu'un seul point de dégâts et ils récupéraient un point de mana, sauf que ce sont des ennemis, donc on gère pas les points de mana. Et en plus, ils n'ont pas fait de dés noirs, donc pas de bonus de leur côté. Donc, mon nain, Berserker, prend un point de dégâts que je mets dans la jauge de rage. Ça lui permettra de changer ses statuts ou autres. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'avais changé, c'était juste pour démonstration, je reste en rage sanguinaire. Voilà, deuxième action. Deuxième activation, et là, ça change tout. Là, ils tapent fort, ils ont eu de la chance. Donc, ils me font une main crochue. La main crochue, en attaque, ils font un dégât supplémentaire. Donc ça leur fait un dégât, 2 dégâts, 3, 4 dégâts. Sauf que j'ai une défense de 2, tout simplement. Donc avec ma défense de 2, on fait 4 moins 2. Ils me font 2 dégâts supplémentaires qui iront dans ma rage. Si j'ai été resté effectivement en stature, en posture de provocation, j'aurais très bien pu, pour un point de rage, puisque je défendais, infliger une blessure à mon attaquant. Mais là, c'était pas le cas, comme je vous avais dit, c'était juste pour la démonstration tout à l'heure. Donc l'intérêt de la rage et des postures, pour le berserker, c'est pas mal intéressant. Vous voyez quand même 2 classes qui sont complètement asymétriques, qui sont complètement différentes, avec autant des compétences que autant des systèmes de jeu différents. Tiens, petit oubli maintenant que je vois ça, j'ai tué un Seid tout à l'heure, j'aurais dû me rajouter un point d'expérience. Nous gagnons un point d'expérience. Un personnage qui tue un monstre, un Seid, gagne un point d'expérience. Lorsque l'on tue un chef de bande, tout le monde gagne 2 points d'expérience. Et lorsque l'on tue un monstre errant, comme celui-ci, eh bien tout le monde gagne 4 points d'expérience. Voilà, c'était la phase des ennemis, ils ont fait leurs 2 actions. Maintenant, on passe à la phase de gain de niveau. Je n'ai pas assez de points d'expérience pour troquer mes points d'expérience et passer au niveau 2. Il m'en aurait fallu 5, donc je passe à la suite. Si j'avais gagné le niveau 2 pour un personnage, il aurait gagné un point de vie max supplémentaire, on aurait mis un trésor rare dans le petit sac à trésor, et en plus, on aurait gagné une compétence supplémentaire. Voilà, ça c'était la phase de gain de niveau, c'est assez rapide. Et maintenant on passe à la dernière phase, la phase des ténèbres. La phase des ténèbres, en fait, c'est cette piste que l'on va augmenter d'un cran, un round supplémentaire qui est fait. Nous passons au 2. Si nous étions au 3, on ferait apparaître un monstre errant tiré au sort qui serait apparu par un portail, et ainsi de suite. Le 4 me permettait de rajouter un trésor rare dans le petit sac, et ainsi de suite. On peut rajouter des bandes. Une fois qu'on est arrivé à 9, on retourne, et on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 en boucle, et vous voyez qu'on peut avoir des monstres errants très rapidement. Et les monstres errants, c'est vraiment ce qui donne un gros intérêt à ce jeu. Parce que autant vous avez vu que les monstres classiques sont assez basiques, ils se déplacent, ils veulent vous frapper, c'est facile. Sauf que ils n'ont pas d'intelligence. Effectivement. Dans le premier, il faisait des allers-retours s'il ne vous voyait pas, si vous étiez caché dans l'ombre, si vous arriviez à passer à côté, il ne vous voyait pas, il faisait des rondes, effectivement, ils allaient jusqu'au point de spawn des héros, ils ressortaient, ils allaient jusqu'au point de fin de donjon, et ainsi de suite. Bon, ça arrivait très rarement parce que, effectivement, les donjons sont quand même assez étriqués. On passait pas notre temps en furtivité. Bon, là c'est beaucoup plus basique, ils vont vers le héros le plus proche, on peut se cacher dans l'ombre mais c'est très minime, donc là ils ont
perdu un petit peu d'intérêt et d'intelligence, nos monstres classiques. Par contre, les monstres errants, on va en tirer un tout de suite. Donc le premier, par exemple, c'est le Minotaur de Massive Darkness 5 que j'avais préparé. Et là, on voit une certaine intelligence qui est programmée. Le Minotaur, si le Minotaur a été attaqué ce tour-ci, placez le Minotaur dans la zone du dernier héros à l'avoir attaqué, puis attaquez ce héros avec un bonus de +1. Voilà, donc en fait, il va directement être sur une zone de héros, ça c'est pas mal. Et si ce n'est pas le cas, le Minotaur se déplace de 2 zones en direction du héros le plus proche et l'attaque si possible. Voilà, on voit une certaine intelligence artificielle qui a été essayée de mettre en place. Là, c'est du basique pour le Minotaur, tout simplement, il est en rage, il vient de se faire frapper, il charge. Ça représente bien un Minotaur. Si on prend un autre, par exemple, Andra, celui-ci de Massive Darkness 2 qui est dans la boîte de base. Celui-là, je le trouve super intéressant. Si il est dans le donjon, il attaque le héros en ligne de vue, donc à distance, possible, qui possède le moins de santé, si possible. Ensuite, on le retire du donjon. Si, à son tour d'activation, il n'est pas dans le donjon, on le place dans une zone adjacente au héros qui possède le moins de santé. Donc par exemple, ici, c'est mon Berserker, donc une zone adjacente. Je le place ici. Ensuite, Andra attaque ce héros, et vu qu'il peut attaquer à distance, et bien voilà, il va essayer d'attaquer à chaque fois les personnages qui sont les plus faibles. Ça, c'est super intéressant. Et on voit que pour chaque monstre errant du jeu, il y a des petites techniques comme ça. Par exemple, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu l'araignée de Massive Darkness 1. Si elle se trouve en ligne de vue d'un héros, et non pas dans une zone avec un héros, si elle est à distance, ils vont simuler un lancer de toile d'araignée qui va attirer le héros et qui va en plus le geler pour sa prochaine activation. Je trouve ça super sympa, vraiment. Autant les monstres de base sont bêtes comme leurs pieds, autant les monstres errants, ils ont des tactiques super intéressantes, ça modifie bien le jeu et le gameplay. Et là, c'est pas fini, on va parler des boss. Donc il y a des scénarios avec certains des boss comme celui-ci par exemple. Les boss sont dans des salles particulières, et là ça me fait vraiment penser à du World of Warcraft, moi qui suis un ancien joueur de jeux vidéo et de jeux massivement multijoueurs, ils ont des fiches spéciales avec des événements, et c'est excellent. On oublie la piste des ténèbres, et dans ce cas-là, la piste des ténèbres va être remplacée par la piste du boss. Les monstres vont les héros vont tous être téléportés dans la salle du boss dès qu'il y a un héros qui va arriver, et on va jouer le boss. Le boss va jouer non pas à la face des ennemis, mais il va jouer à chaque fin d'activation d'un héros. Et là, c'est vraiment un combat épique avec beaucoup de possibilités de riposte et d'action du boss. Là, c'est vraiment super intéressant. Je trouve que ça fait tout le fun de Massive Darkness 2. Ce sont les monstres errants et les boss qui ont vraiment des capacités particulières. Ça me rappelle les jeux vidéo, vraiment lorsqu'on se retrouve face à un gros monstre, avec des tactiques à avoir et essayer de se mettre d'accord entre nous pour abattre ce monstre. Tout simplement. Là, on a fait un petit tour de jeu complet. On va s'arrêter là et on va passer à la conclusion. Alors ce jeu, bien je vais vous dire quel jeu. Effectivement, c'est du fun en boîte. Une boîte bien remplie avec pas mal de figurines de bonne qualité. Donc moi qui suis peintre, forcément, ça va me plaire. D'ailleurs, je vais sûrement recommencer les tutos, c'est ce que je vous avais dit. Entre autres à cause de Massive Darkness 2, parce qu'il y en a à foison à faire. Donc je ferai des tutos sur ma chaîne. Les figurines sont de bonne qualité, il y en a pas mal. Il y a du matériel à gogo, il faut juste repenser le système de rangement. Ça, on se retrouve avec un rangement d'il y a 15 ans. C'est un petit peu dommage. Sinon, le jeu, c'est du fun en barre, je vous dis. C'est fluide, c'est facile à expliquer. On prend du fun tout de suite. C'est ça qui est super bien et ce qui est peut-être prioritaire par rapport aux points faibles du jeu. Les points faibles, lesquels sont-ils? Eh bien tout simplement cette piste des ténèbres que je n'aime pas. Cette piste des ténèbres avec, on sait très bien qu'au round 3, il va y avoir un monstre errant qui va apparaître. J'aime pas ce côté prévisible. Voilà, dans le premier, il y avait un deck événement, je trouvais ça beaucoup plus fun. Mais bon, là, il y a cette piste et le deck porte a un petit côté événement quand même pour vous mettre des bâtons dans les roues avec des pièges qui apparaissent et parfois des bandes qui n'apparaissent pas au même endroit. Des bandes avec un ennemi de plus mais vous aurez un trésor en plus dans la pièce. Bon, voilà, ça compense un petit peu mais c'est pas autant, ça reste malgré tout un peu trop prévisible je trouve par rapport au premier où je trouvais que le deck événement était un peu plus aléatoire.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'aime pas trop? Eh bien, ce système de contre-attaque avec les dés noirs. Ce que j'aime pas, c'est que par exemple, voilà, les ennemis ont un cure-dent, vous êtes à distance avec votre arc, et vous prenez des dégâts de contre-attaque. Je trouve pas ça logique pour dessous. Mais pourtant, c'est fluide. Voilà. Ils ont trouvé un système d'équilibrage fluide. C'est dommage, voilà, c'est pas réaliste, mais effectivement, autant quand j'avais lu le manuel purement en théorie, ça ne m'avait pas plu du tout. Autant à jouer, c'est rapide, c'est fluide. Alors bon, parfois, le fun et la fluidité priment sur effectivement un défaut du jeu. Là, je trouve que finalement, ça compense largement. Le point noir, par contre, avec ces dés, c'est qu'effectivement, c'est l'équilibrage. L'équilibrage, lorsque vous êtes à deux, par exemple, à jouer, le jeu est trop simple, effectivement. Le jeu est trop simple. Avec les dés, malgré tout, avec les dés noirs, c'est un peu trop facile à gagner. Voilà, c'est trop facile de battre les ennemis. Parfois, ils n'ont même pas le temps de jouer que vous avez déjà abattu. Par contre, c'est l'équilibrage. Lorsque vous êtes jusqu'à 6 joueurs, vous avez 6 dés. Potentiellement, vous prenez directement, à la moindre attaque, 6 points de dégâts d'écorchure. Directement, 6 griffures directement. Et c'est un équilibrage extrêmement aléatoire. Vous avez des dés pour équilibrer. Alors, autant à 1 ou 2, ça passe, c'est le fun. Autant à 6, par contre, c'est tellement aléatoire que je pense que certains n'aimeront pas jouer à un groupe de 6 joueurs, tout simplement. En plus, à 6 joueurs, effectivement, vous allez avoir une masse de figurines sur le plateau. Alors, c'est beau, c'est sympa, ça fait vraiment l'effet de masse, mais effectivement, ça fait un petit peu le bazar. Alors, avec cet équilibrage, avec les 6 dés, bon, je dirais que je recommande pas forcément le jeu pour jouer jusqu'à 6. Disons qu'à 2, c'est très bien, à 3, c'est fun, à 4, ça devient peut-être un peu la limite, parce que vous allez avoir un peu trop d'aléatoire avec les dés ennemis. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de négatif? Je m'étais fait une petite liste, donc on a parlé de la difficulté, on a parlé des contre-attaques, on a parlé de la phase des ténèbres, et aussi du thermoformage. Ben voilà, en fait, j'ai déjà fait le tour des points négatifs, et après, on garde que le positif. Et là, le positif, bah, c'est le fun, comme je vous ai dit. Le fun également avec les monstres errants, avec des intelligences artificielles, un simili intelligence artificielle, des règles qui apportent des difficultés différentes, des manières de jouer différentes, de l'adaptation au combat, le fait également que nous ayons des activations au choix. Voilà, on active le héros que l'on veut, c'est de la coordination, ça je trouve ça super sympa. Autre point, effectivement, pour la rejouabilité, les simples monstres qui sont très bêtes, eh bien, ils n'ont pas toujours les mêmes armes, ça change un petit peu. Effectivement, vous pouvez avoir des écorcheurs qui un jour vont avoir un bâton, un jour vont avoir un marteau à deux mains, et vu qu'ils ont chacun des petites particularités différentes, des défenses différentes, des attaques avec la griffe un petit peu différentes, et également des points de vie différents, et ben voilà, on se retrouve avec de la rejouabilité déjà sur les monstres. Entre ça et les monstres errants, c'est pas mal du tout. Donc la rejouabilité se fait pas vraiment par rapport au nombre de scénarios proposés, mais plus par les monstres qui diffèrent un petit peu à chaque fois, mais également avec les classes de personnages qui sont totalement asymétriques avec des systèmes de jeu complètement différents, comme vous l'avez vu. Et ça, c'est super fun. C'est ça, en fait, que je trouve rigolo, c'est la rejouabilité ne se fait pas par le nombre de scénarios. Et ça, c'est excellent. Voilà, je prends du plaisir à chaque fois à faire des scénarios one-shot, je vais prendre du plaisir à peindre, je vais prendre du plaisir tout court avec ce jeu, et je ne suis pas du tout déçu d'avoir pledgé. Voilà tout mon point de vue et mon petit tour d'horizon. Je vous mettrai peut-être un peu plus tard, lorsque j'aurai fait pas mal de tests, je vous rajouterai dans les commentaires un lien vers un fichier, je sais pas où je le mettrai, peut-être un drive ou autre, avec peut-être des petites règles maison si je fais des adaptations pour justement rendre le jeu un petit peu plus difficile. On verra ça, c'est à l'étude par pas mal de joueurs sur des forums. Et moi j'ai déjà ma petite version, je vous en parlerai plus tard. Voilà, c'est fini pour moi, pour Massive Darkness 2. Vous avez vu, je suis un fan, voilà, j'étais un fan du 1, je suis un fan du 2, je suis conquis. Allez, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, vous n'hésitez pas, si j'ai fait une petite erreur, à me reprendre dans les commentaires, bah voilà, c'est du gros jeu, hein, on peut faire des erreurs. Je vous dis à bientôt dans la société des jeux, salut tout le monde, à bientôt!